C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors, comment garder le dogme de l'école ouverte et protéger élèves et enseignants? C'est l'équation difficile face à laquelle se trouve le gouvernement. En une semaine, les protocoles à l'école ont changé 3 fois sans que certains directeurs, parfois, ou professeurs ne soient pas au courant. Mettons les nerfs à vif de tous. Résultat... Les maires aussi. Et les maires, vous avez raison David. Voilà, résultat, une grève des enseignants soutenue par les parents d'élèves et un ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sous le feu des critiques. Une engueulade d'ailleurs avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour parfaire cette tragicomédie. Donc si Omicron était le diable, il rirait bien. À gauche, on ne rit pas avec ses 4%. Anne Hidalgo, je bafouille aujourd'hui. Anne Hidalgo continue comme si de rien n'était. Ce matin, elle a présenté son programme. Pour le programme d'aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi de Christiane Taubira. Et puis, évidemment, on va dire aussi un mot d'un petit sondage qui nous attend. Parce qu'une émission politique sans sondage... c'est comme un repas sans fromage. Voilà, merci. Vous êtes en pleine forme, David, mieux que moi. Donc, David Revaud-Dallon, que je salue, merci, qui est mon aide aujourd'hui lexicale. Donc, du journal du dimanche, Carole Barjon de l'Obs. Bonsoir, Carole. Et Stéphane Vernet de Ouest France. Bonsoir, bonsoir. Et en fin d'émission, nous retrouverons Véronique Reissoul pour sa chronique sur les réseaux. Alors, je me tourne vers vous, Carole Barjon, parce que vous avez écrit un livre sur l'éducation nationale. On va en dire un mot, oui, en attendant, je vous propose d'écouter d'ailleurs des paroles de profs et peut-être de parents aussi. Vox Pop, on écoute. Il faut qu'il y ait plus de moyens parce qu'eux-mêmes sont les premiers à ne plus savoir quoi faire. On se réveille le matin en fait et on ne sait pas s'il y a école, s'il n'y a pas école, si on doit faire un test, pas de test, si on va rester à la maison, si on va pouvoir aller au travail. C'est plus possible. Dans notre établissement scolaire, on n'a pas d'infirmière scolaire, on n'a pas d'assistante sociale, on n'a pas de prof d'allemand, congé maternité, pas remplacé. Donc autant de choses qui n'ont aucun rapport avec le Covid. Parce que depuis 5 ans que M. Blanquer est au ministère de l'Éducation nationale, on a assisté à une dégradation sans précédent de l'école publique. Voilà, Carole, je le disais, vous avez écrit en 2016 « Mais qui sont les assassins de l'école » chez Robert Laffont. Alors, on entend ces récriminations en quelque sorte. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas que le Covid non plus. Mais tout de même, il y a quand même de la colère. L'école et le Covid, c'est le cocktail explosif, le ras-le-bol des protocoles tests, autotests, qui changent sans arrêt, des consignes qui rendent chèvre. Mais cela valait-il une grève, Carole ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des ratés, et des ratés assez graves, quand même, du point de vue des parents d'élèves qui l'ont très durement ressenti, et c'est ce qui explique d'ailleurs que cette grève soit assez suivie, c'est qu'il y a non seulement tous les personnels de l'éducation, mais soutenus, on le sent bien, par les parents d'élèves qui étaient absolument exaspérés par ces changements de protocole incessants, et c'est vrai que ça est aussi un révélateur, parce que Jean-Michel Blanquer a quand même parfois des problèmes avec les syndicats, il a un problème de méthode. On sait très bien qu'au-delà de la complexité des protocoles qui ont été annoncés et qui ont changé 3 fois, comme vous l'avez dit, il y avait aussi la manière dont il a annoncé ça, c'est-à-dire la veille sur le site du ministère et ensuite dans une interview aux Parisiens qui était sur un site payant. Bon, bref, donc tout ça est monté en mayonnaise, mais c'est vrai que ça révèle aussi les mauvaises relations de Jean-Michel Blanquer avec les syndicats. Ensuite, est-ce que c'était une raison suffisante pour que le gouvernement donne en face finalement le bouc émissaire de tout ça? Moi, je ne le crois pas. Du reste, on a bien vu qu'après l'avoir lâché dans un premier temps,
Jean Castex qui était annoncé lui-même le changement de protocole, et Emmanuel Macron qui avait fait une petite phrase aussi un peu désagréable sur lui. Tout le monde a changé de pied hier et maintenant c'est un soutien affiché à Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ? Parce que le gouvernement s'aperçoit que bien entendu on ne peut pas lâcher, ou sinon lâcher, du moins affaiblir un ministre en pleine crise à 3 mois de la présidentielle, alors qu'on n'a pas les moyens de le changer. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens, à vrai dire. Alors, depuis 2 ans, on a coutume de dire que l'on vit en absurdie, la faute au virus. Pourtant, Emmanuel Macron crie souvent son énervement de la bureaucratie. Je peste toute la journée contre l'administration, avait-il déclaré il y a une semaine aux Parisiens, là où il avait dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Visiblement, il peste, mais dans le désert. Oui, et vous observerez que chaque président veut apporter sa pierre à la lutte contre la bureaucratie et donc à la simplification. Résultat, vous aviez Nicolas Sarkozy qui avait prévu un élan de simplification. Vous aviez François Hollande qui avait décrété un choc de simplification. Et là, vous avez un président qui se plaint de la bureaucratie française. Donc la vérité, c'est que vous ne pouvez pas simplifier si vous ne commencez pas au préalable par redéfinir l'État, redéfinir ses missions et donc alléger l'État d'autres missions pour se concentrer sur les missions essentielles. Et ce travail-là n'a jamais été fait. Il avait été amorcé par Michel Rocard, mais il n'a jamais été continué et jamais été vraiment fait. Pour revenir juste un mot sur ce que disait Carole tout à l'heure, la seule question, la grande question politique qui est derrière les événements que nous avons vécus aujourd'hui, cette grève très fortement suivie, comme vous l'avez souligné, c'est de savoir si c'est un tournant ou non, parce que jusqu'à présent, la gestion de la crise sanitaire était un atout pour le gouvernement et pour le président de la République et donc pour le candidat Macron. Est-ce qu'avec ce qui se passe à l'école, l'opinion va changer et va se mettre à devenir énervée, comme vous le disiez tout à l'heure, ou critique, etc. et donc changer la donne, la base même du scrutin? C'est toute la question, parce que nous allons continuer de vivre probablement jusqu'à l'élection avec le virus. Donc la seule question qui est soulevée aujourd'hui, c'est celle-là. Alors, est-ce que David peut répondre à cette question, précisément ? Ce qui est une certitude, c'est que l'utilisation politique par l'exécutif, et au premier chef, c'est le cas de le dire, par Emmanuel Macron, de la situation sanitaire, est à double tranchant. Très clairement, jusqu'ici, il en a plutôt, c'est dans les dernières semaines, bénéficié. Il a d'ailleurs, il est quasiment, c'est ce que disent les commentateurs, parfois à raison, il est quasiment rentré en campagne déguisé, à peine déguisé, avec cette fameuse phrase sur son envie d'emmerder les non-vaccinés. On voit que l'opinion, certes, était consciente des failles, des retards sur les masques, les tests, des couacs du début, des vaccins, etc. Mais considère que, globalement, quand vous interrogez les sondeurs, ils vous disent que l'opinion considère que Emmanuel Macron a plutôt fait le job et que c'est pas si quelqu'un d'autre, si un autre candidat l'aurait mieux fait que lui. Donc, jusqu'ici, tout va bien, si l'on ose dire. Mais c'est vrai que là, on a un fait de campagne, puisque c'est pas un fait lié directement à la campagne, mais qui colore fortement la température, l'atmosphère de la campagne, et qui montre que, par exemple, Jean-Michel Blanquer, homme fort du macronisme, proche du président, proche de Brigitte Macron, préservé pendant 5 ans, jusqu'ici mis en avant par le président, a quand même de gros ennuis à non seulement l'ensemble de la machine de l'éducation nationale avec les personnels enseignants, mais aussi les infirmières, les cantinières, jusqu'aux parents d'élèves qui sont allés les soutenir, ce qui est rare. Les soutenir, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et quand vous savez, on sait que le sujet des élèves et des enfants, par définition, il touche tout le monde, il touche les enfants eux-mêmes, les parents et les grands-parents. C'est la vie politique, voilà. Parce que rappelez-vous, la une du Point sur Jean-Michel Blanquer au début du quinquennat. Le vice-président. Ça, d'ailleurs, ça n'a pas plu à Emmanuel Macron, le vice-président. Et aujourd'hui, regardez le retournement qu'il y a, au point que, au premier titre de la campagne du futur candidat Macron, il y aura l'éducation. Et quand vous interrogez les candidats sérieux, ils vous disent il va y avoir une priorité dans les 5 prochaines années, c'est l'éducation. C'est donc que Jean-Michel Blanquer n'a pas vraiment réussi. Et donc, effectivement, pour rebondir et pour terminer, je pense que ce qui arrive à Jean-Michel Blanquer, ce retournement de situation qui le met en grande difficulté, c'est ce qui risque d'arriver à la campagne du président, puisque il y a 2 semaines, tout allait bien, ou 3 semaines, et puis Omicron, la contagiosité d'Omicron a tout retourné.
Stéphane Vernet, il y a eu un petit accrochage, visiblement, avant le Conseil des ministres, avant qu'il ne se tienne. Vous savez, les ministres discutent en attendant le président qui est toujours en retard. Et là, ils n'ont pas discuté, ils se sont engueulés, entre guillemets. Donc, prise de bec entre Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer. Visiblement, ce dernier reproche au ministre, on voit le papier du Parisien, de ne pas le soutenir assez. Est-ce que, Stéphane Vernet, Jean-Michel Blanquer a le sentiment de payer une faute, on va dire, collective ? Alors, Roselyne, je ne sais pas. Je suis comme vous, j'ai lu le papier du Parisien, que j'ai trouvé très intéressant. Je n'étais pas dans l'antichambre. Non, mais est-ce que c'est une faute collective ? Je veux dire, je ne vous demande pas. Mais est-ce que il y a une faute de communication ? C'est la faute de l'administration, c'est Omicron le patron et pas Macron. Donc voilà, c'est en ça que je vous demande pas effectivement, principalement ce que se sont dit les deux hommes ou ce qu'ils se reprochent. Mais visiblement, ça patine. Ce que j'ai lu comme vous, c'est que Emmanuel Macron, pendant le Conseil des ministres, aurait fait allusion à la forte fatigue et la lassitude dans les établissements scolaires. En réalité, la fatigue, elle est là, la lassitude, elle est forte, pas que dans les établissements scolaires, partout. C'est-à-dire qu'après près de 2 ans de vie sous Covid, je pense que le pays tout entier en a marre, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc il y a une espèce de fatigue et d'énervement qui monte, et Jean-Michel Blanquer aussi est énervé, si je comprends bien. Et dans les mots qu'il a pu avoir avec Olivier Véran, on nous parle d'une explication très tendue sur la forme, mais pas sur le fond. Il y a beaucoup de pression dans les tuyaux. Ce qui est inédit dans le mouvement auquel on assiste, c'est qu'il a lieu 3 mois avant la présidentielle. Et donc effectivement, c'est un petit peu compliqué. Ce que je crois, moi, si vous voulez, c'est que le choix qui a été fait par le gouvernement, et par la France en particulier, de ne pas fermer les écoles était un bon choix. Le problème, c'est que c'était une bonne décision, encore fallait-il s'en donner les moyens. Et se donner les moyens de ne pas fermer les écoles, de ne pas les reconfiner, c'est de se doter d'un protocole clair, simple, c'est-à-dire un protocole clair à comprendre et facile à appliquer. Or, force est de constater que ça n'est pas le cas. Quand vous évoquiez l'absurdistan, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Jean-Marie Colombani à l'instant, la réalité, c'est quand vous êtes parent d'élève, si vous voulez comprendre quelle est la procédure à suivre, vous êtes obligé de lire des infographies à entrées multiples qui sont censées vous expliquer comment, quel protocole suivre, comment agir. Il faut quasiment un bac plus 12 pour comprendre ce qu'il faut faire quand vous avez des enfants de différents âges, qui n'ont pas le même niveau vaccinal. C'est beaucoup trop compliqué. Et c'est aussi tout ça, cette lenteur accumulée, qu'en fait Jean-Michel Blanquer est en train de payer. Parce que pour répondre à votre question initiale, oui, tout se cristallise sur lui et manifestement, il n'a pas le sentiment d'être soutenu. Je crois que ce qu'il attend, c'est que les autres ministres le défendent et l'encouragent. Et il a le sentiment que finalement, tout lui retombe sur les chaussures et qu'il n'est pas aidé par ses petits camarades. Alors, Carole, vous m'avez demandé la parole, je vous vois. Je vais juste... il nous faut un peu d'image sonore, on va dire. Donc, je vous propose juste d'écouter des réactions pour, contre, à propos de Jean-Michel Blanquer, et vous réagissez juste après. On écoute donc les réactions. Je pense que ce mouvement de grève, il atteste et il démontre une grande colère, une grande exaspération dans le monde enseignant. Et c'est un mouvement de grève qui atteste de cette colère et de ce sentiment de mépris face à la politique gouvernementale et notamment à la politique du ministre de l'Éducation. D'abord, dire de M. Blanquer que ça a été un très très bon ministre de l'Éducation nationale qui a remis l'éducation de la République au cœur de l'enseignement. C'est essentiel de le dire et de le rappeler. Voilà, Carole. Alors, Blanquer, bouc émissaire, c'est ce que vous vouliez dire ou vous voulez ajouter autre chose ?
Oui, bouc émissaire, ça je l'avais dit un peu tout à l'heure. Je voulais juste dire qu'il faut quand même rappeler que ce conflit que vous évoquiez, rapporté par le journal Le Parisien, entre Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Blanquer, c'est pas seulement évidemment l'affrontement entre deux individus, c'est le conflit entre deux lignes, c'est-à-dire celle de Blanquer, c'est laisser les écoles ouvertes à tout prix, parce que c'est la condition que la vie continue, et celle d'Olivier Véran, qui est ministre de la Santé et qui donc, lui, est d'un naturel et par fonction, je dirais, plus prudent. Au-delà de ça, je trouve que ce que révèle aussi cette crise, c'est le manque de David Revaud-Dallon, on a parlé tout à l'heure, il avait raison, c'est le manque de médecins scolaires. On sait qu'il y a une pénurie de médecins scolaires aujourd'hui, et ça c'est quand même très grave. Et d'infirmières scolaires. Et c'est ce qui explique... Et d'infirmières scolaires, absolument. Et c'est ce qui explique aussi la difficulté de la mise en œuvre des protocoles. Parce que toutes les familles se sont évidemment posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire des tests à l'école. Réponse, parce qu'il n'y a pas assez de personnel médical dans les écoles. Voilà. On entend souvent les syndicats dire que le service public a été démantelé, ce qui n'est pas vrai. En revanche, sur tout le réseau de médecines scolaires et d'infirmières scolaires, mais c'est la faute à qui, du coup, alors? C'est vrai, c'est la faute à... C'est parce que c'est plus attractif, oui, et puis surtout parce aux réductions d'effectifs et aux impératifs budgétaires successifs qui ont fait que les effectifs, notamment, il y a quand même énormément de monde dans l'éducation nationale, et c'est là que les ministres, la plupart du temps, tapent. En tout cas, les gouvernements plutôt conservateurs ont plutôt tendance à taper de ce côté-là. Mais au-delà de ça, moi, la question que je me pose, c'est, au fond, Jean-Michel Blanquer, pendant son mandat, s'est aussi beaucoup occupé d'idéologie. De combattre ce qui lui apparaît comme le combat principal, le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire en gros, ou l'islamo-gauchisme avant, etc. Des combats idéologiques. Et puis évidemment, la laïcité, ce qui est normal. Sauf que l'attente de l'opinion n'est pas là, l'attente des Français n'est pas là, la situation n'est pas là. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit cet immense service public se fissurer, au point qu'on se demande s'il ne va pas finir par en miettes. Et donc, vous allez voir surgir ça au premier rang, en effet, d'un certain nombre de priorités. Et donc, tous les candidats qui, aujourd'hui, s'obstinent à nous faire débattre de l'identité, etc., se trompent lourdement, parce que le pays n'a pas besoin d'une énième discussion sur l'identité. Je fais une petite parenthèse parce que je n'ose presque pas le dire ici sur cette antenne, il y a 1001 spécialistes de l'Afrique mieux que moi. Mais la Côte d'Ivoire, un grand et beau pays, la Côte d'Ivoire a commencé à se défaire et à glisser vers la guerre civile quand l'un de ses présidents, Henri Konan Bédié, a mis en avant l'identité ivoirienne. Eh bien, depuis ce moment-là, la Côte d'Ivoire a glissé vers une vraie guerre civile. En France, ce genre de débat aussi nous menace, alors qu'il y a mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire et à prendre à bras-le-corps les vraies difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises. Donc, il y a le sujet, effectivement, de ce que vous décrivez, Jean-Marie. Il y a le sujet donc, de la bataille idéologique que mène Blanquer, mais il y a aussi le Covid qui vient révéler toutes les failles, qu'elles soient administratives, qu'elles soient dans le domaine médical, on l'a vu, avec les chaînes de valeur et la fabrication notamment de principes actifs comme pour le Doliprane, etc. On a vu en fait tout ce qui nous manquait, tout ce qui tournait par rond. Depuis 2 ans, cette crise agit comme un révélateur assez cruel de nos défaillances. En général. Maintenant, en ce qui concerne le cas de l'éducation nationale, je suis tout à fait d'accord avec Carole Barjon. Jean-Michel Blanquer, il a le dos large dans cette affaire. Je vous rappelle que d'abord, le gouvernement ne cessait de mettre en avant comme réalisation numéro 1 de ce quinquennat dans tous les secteurs, c'est le dédoublement des classes de CP, CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, qui est une bonne mesure, mais que le gouvernement ne cesse de vendre, voire de survendre. Et puis 2, on nous explique quand même, ce à quoi je ne suis pas loin de souscrire, que depuis le début de cette crise, la France est un des pays au monde qui a le plus conservé ses écoles ouvertes, ou plutôt qui a conservé ces écoles le plus longtemps ouvertes, et qu'à l'évidence, c'était une bonne décision et là encore, je rejoins Carole Barjon, que Jean-Michel Blanquer défendait non seulement contre Olivier Véran, mais aussi contre Édouard Philippe d'abord, puis contre Jean Castex, qui étaient tous les deux plutôt sur une tendance de verrouillage. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, puisqu'on rejoint la campagne électorale, et pour répondre à votre question, Jean-Marie Colombani évoquait le cas des services publics, c'est très intéressant, parce que au-delà de l'éducation nationale,
au-delà des professeurs, on a aussi les soignants, bien évidemment, l'hôpital qui est dans un sale état. On a aussi les services de sécurité, à commencer par la police, j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, en pleine campagne, les macronistes qui se sont convertis sur le tard, au quoi qu'il en coûte, s'en sont évidemment aperçus. Et quel est leur principal argument contre leur rivale Valérie Pécresse? C'est que celle-ci, dans son programme, veut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Exactement. Et ça, dans la campagne, ils ont bien l'intention de marteler et de bombarder sur ce point. Et ça, je pense que ça va faire mal. Parce que Emmanuel Macron, qui s'est converti, il faut le dire aussi, sur beaucoup de sujets, je me souviens, si ma mémoire est bonne, qu'en 2017, il souhaitait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Il n'a jamais supprimé, et expliquant après que finalement, il s'était trompé, qu'il n'était plus question de supprimer le moindre poste de fonctionnaire. Un mot, Carole, et après, j'irai vers Stéphane. Quand on regarde... J'entendais un reportage à la radio ce matin d'autres pays. Alors, on parlait du dogme de l'école ouverte, c'est-à-dire on sait les dégâts que ça fait, notamment dans la rupture de la scolarité des jeunes. Mais par exemple, en Irlande, ils font tous les cours, la fenêtre ouverte, alors qu'il fait quand même pas moins 12, mais en Irlande, il fait aussi froid qu'ici. Et les parents disaient que les enfants chopaient des rhumes... chacun les uns après les autres. Donc, finalement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une situation idéale, hein, quelque part? Parce qu'on peut y aller. Non. Évidemment non. Évidemment non. Sans aller jusqu'aux fenêtres ouvertes, oui, qui est sûrement le plus sain, mais dans les revendications des grévistes de l'éducation nationale et des parents d'élèves aussi d'ailleurs, vous avez par exemple le fait que depuis 2 ans que cette épidémie est survenue, où sont passés les purificateurs d'air qu'on attendait, par exemple. Bon, ça ce sont d'autres questions aussi qui sont soulevées par tous les gens qui protestent. Bon, je voulais quand même juste dire un mot sur ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure, parce que il y a une différence que, tout de même. Il ne s'agit pas seulement, Jean-Michel Blanquer, je pense, même s'il a fait quelques erreurs, mais bon, ça serait trop long à développer. Mais il parle pas d'identité comme Éric Zemmour. Il s'est quand même attaqué à un problème qui était un problème réel, c'est qu'on le sait parfaitement, c'est qu'il y a dans certains établissements, aujourd'hui ça a été dénoncé par plusieurs professeurs depuis très longtemps, on ne peut plus enseigner l'histoire correctement, et notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Mais donc ça, c'est des vrais sujets dont doit s'occuper un ministre de l'Éducation nationale. Carole, ça n'était pas mon point. Mon point, c'était de dire qu'en survalorisant ces questions-là, alors que le danger qui monte, c'est le danger de l'extrême droite, c'est une erreur stratégique et politique majeure. Et donc, on s'occupe du wokisme, très bien, on a raison, mais on en fait le problème principal, majeur du système et du pays, de même que les questions sur l'identité, alors que ce qui monte, c'est une pression à l'extrême droite. Et vous verrez cela. Écoutez, quand Zemmour plus Marine Le Pen, ça fait 30%, c'est bien que le danger principal n'est pas dans les quelques wokistes qui désorganisent ici ou là telle ou telle université, plutôt que dans cette réalité-là. Voilà, mon point était celui-là, mais je l'avais peut-être Vous vouliez répondre, Carole ? Vous voulez répondre, Carole ? Non, effectivement, je ne parlais pas du wokisme, là. Là, je parlais pas du wokisme, hein, on est bien d'accord. Alors, on va passer avec Stéphane, à Anne Hidalgo, qui fait, semble-t-il, fi de la probable candidature de Christiane Taubira. Tous ces candidats de gauche, est-ce un suicide collectif? En tout cas, Anne Hidalgo a, comme si de rien n'était, présenté son programme ce matin. Écoutez-la. Est-ce que je m'y soumettrai? Écoutez, ça sera une indication très intéressante de ce que veulent les citoyens. Mais moi, ma campagne, ma candidature, mes propositions sont là. Je les déroule et je vais essayer de rassembler. Vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout. Mais évidemment, donc, si le 1er février, cette primaire, les 200 000 personnes votent et désignent Christiane Taubira en tête, vous ne vous soumettrez pas, vous irez jusqu'au bout. Évidemment, comme le feront d'ailleurs Jadot et Mélenchon, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, donc il était bien question de cette primaire populaire. Donc, apparemment, la seule qui va se présenter, c'est Christiane Taubira. Donc, si vous avez compris, Stéphane, moi je veux bien un petit décryptage. Alors moi, je comprends 3 choses. Je vous rappelle que
vous rappelle que dans la séquence là, qui vient de se dérouler, je vous rappelle que c'est Anne Hidalgo elle-même qui, le 8 décembre, est allée faire un petit passage éclair au journal télévisé du soir de TF1 pour dire qu'elle appelait tous les candidats de la gauche et les écologistes à se réunir par le truchement d'une primaire. Cette primaire existe, elle s'appelle la primaire populaire, elle est lancée, elle y a contribué, elle est en train de se dérouler, les candidats ont jusqu'à samedi, ce 15 janvier, pour se déclarer. Or, qu'est-ce qu'elle fait ce matin? Elle dit que finalement, elle n'y ira pas. Et donc, elle crée la surprise. Pourquoi cette volte-face? Alors, les 3 choses que moi je vois dans ce qu'elle a expliqué sur l'antenne de France Inter ce matin, c'est que d'abord, à mots couverts, elle nous explique qu'en réalité, quand elle demandait une primaire, ce qu'elle voulait faire, c'était principalement amener Yannick Jadot à y participer, parce que je pense qu'en décembre, elle était convaincue qu'un vote militant, citoyen, des sympathisants, lui aurait permis de se placer avant Yannick Jadot, lui forcer la main et l'obliger à se ranger derrière elle, comme ça s'était fait en 2017 entre Benoît Hamon et ce même Yannick Jadot. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'Anne Hidalgo, en faisant ça, elle s'est tirée une balle dans le pied. C'est-à-dire que je pense que ce qu'elle n'avait pas prévu du tout, c'est que Christiane Taubira, qu'on n'attendait plus, se remette en selle à la faveur de cette proposition. Elle est à nouveau candidate à la primaire populaire. Elle fera une déclaration samedi à Lyon. Je pense qu'elle annoncera qu'elle est candidate à la présidentielle tout court. Et en fait, ce que sait Anne Hidalgo, c'est que dans le cadre de la primaire populaire, elle risque une humiliation, c'est-à-dire que Christiane Taubira remporte cette fameuse primaire populaire. Donc, son positionnement, qui consiste à dire finalement, je ne reconnaîtrai pas les résultats, anticipe ça aussi. Et la troisième chose que je vois, si vous voulez, c'est que la déclaration d'Anne Hidalgo enterre de facto toute possibilité d'alliance à gauche, toute possibilité d'alliance pour la présidentielle entre les gauches et les écologistes. On savait depuis le début qu'il n'y aurait pas d'alliance, que c'était infaisable. Maintenant, on en a la certitude. C'est mort et enterré. Et je ne donne pas cher de la gauche qui va se présenter en ordre totalement dispersé au scrutin du 10 avril. Et derrière se posera aussi la question de la survie du Parti socialiste et de son évolution si on assiste à une vraie déconfiture. Si Anne Hidalgo fait moins de 5% à la présidentielle, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce parti qui est déjà bien en point. David, finalement, celui qui tire le mieux son épingle du jeu à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est sur ses fondamentaux et ses parts de marché traditionnelles. Ce sont les parts de marché d'une gauche radicale qui refuse finalement les accommodements entre guillemets sociodémocrates, sociolibéraux ou écologistes, etc. Il avait fait, il faut le dire, une excellente campagne en 2017. C'était techniquement, quoi qu'on pense du fond, sans doute la meilleure des campagnes. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le même Jean-Luc Mélenchon, c'est plus tout à fait la même donne politique. On ne sort pas d'un quinquennat à Hollande où précisément la ligne social-démocrate a particulièrement déçu. Et puis surtout, s'il y a quelqu'un qui a déçu ces 5 dernières années, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon, avec toute une série d'outrances. Je pense notamment à la fameuse scène des perquisitions qui avait fait grand bruit. Donc, je vais vous donner un chiffre qui date d'hier, mercredi. Sondage rolling IFOP, le total gauche, vous citiez Jean-Marie, le total droite à plus de 30%, et le total gauche, il est à 22. Total extrême droite. Extrême droite. Le total gauche est à 22,5%. Ouais, c'est le record historique, effectivement, jamais constaté depuis la première élection, depuis l'élection de 1965. Donc, c'est quand même très compliqué. Et se partageant ce maigre butin, si j'ose dire, nos 4 ou 5 compères de la gauche, nos 4 ou 5 camarades, expliquent qu'ils vont continuer à aller droit dans le mur, un peu comme les voitures de James Dean, vous savez, dans La fureur de vivre. Là, c'est la fureur de perdre. Et donc, on a 5 candidats qui foncent droit dans le vide à la vitesse grand V. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette primaire populaire que, effectivement, Anne Hidalgo a appelée de ses voeux avant de ne plus l'appeler de ses voeux, puis d'à nouveau l'appeler de ses voeux pour enfin s'en dédire. Cette primaire populaire, tenez-vous bien,
Ils ne veulent pas y participer, à part Christiane Taubira, mais il y aura quand même tous les noms de tous ces candidats sur le bulletin de vote et on pourra quand même voter pour eux. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Bonne question. En fait, tout ça est fabriqué pour Christiane Taubira pour qu'elle puisse favoriser pour jouer la Deus Ex Machina de la gauche. Mais vous avez remarqué aussi que dans toutes les études d'opinion dans lesquelles Mme Taubira a été testée, et même si elle incarne parfaitement une forme d'icône pour la gauche, elle faisait guère mieux que... Aujourd'hui, le sondage quotidien de l'IFOP, qui vient de sortir, 4%. Voilà. 4% pour Christiane Taubira. Oui, nous, on a un risque, Jean-Marie, on va vous le donner. Oui. Et de la voir en sauveur de la gauche, ça fait quand même sourire. Parce que qui se rappelle du rôle qu'elle a joué auprès de Bernard Tapie pour déquiller la candidature de Michel Rocard, premier secrétaire du Parti socialiste? Qui se souvient du rôle de Christiane Taubira à l'élection présidentielle où elle était contre Lionel Jospin? Les 300 000 voix qu'elle a obtenues ont cruellement manqué Lionel Jospin et ont permis à Jean-Marie Le Pen d'être numéro 2. Et Christiane Taubira, garde des Sceaux, dans un moment de tension extrême dans le pays après les attentats, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Donc comme aide et comme secouriste, il y a mieux. J'avais dit que s'il n'y avait pas un sondage dans une émission politique, c'était une émission politique ratée. Donc je voudrais éviter. Là, donc on va vous montrer... Une rose sans épines. Voilà, une rose sans épines. Donc le Harris Interactive, voilà, Emmanuel Macron toujours sur son socle pépère à 25%. Valérie Pécresse est à 16%, Marine Le Pen 16%, Éric Zemmour 15%, Jean-Luc Mélenchon 11%, Jadot 7%, Anne Hidalgo toujours assise sur son petit coussin de 4%, Fabien Roussel 2%, Nicolas Dupont-Aignan 2% et Montebourg 1%, il a pris un demi-point, dites donc, c'est la fête. Moi, je serais Emmanuel Macron, je ne serais pas Pépère, comme vous venez de le dire. Non, parce que Giscard, quand je dis Pépère, c'est qu'il est toujours... Voilà, il a toujours je ne vous reproche pas d'avoir dit Pépère. Simplement, je me rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, jusque mi-février 81, est en tête de façon éclatante, écrasante, etc. Un mois plus tard, il est battu par François Mitterrand. Alors, c'est vrai qu'en face, il n'y a peut-être pas François Mitterrand. Ouais. Vous avez un petit mot à dire pour ce sondage? Il y a Carole qui veut parler. Carole veut parler, mais alors très court, parce qu'on attend Véronique Reissoult et elle va m'égorger si jamais Non, si vous faites trop long. Je voulais juste signaler qu'on annonce donc que Christiane Taubira pourrait être à 4%, mais que dans ce sondage, elle n'est pas testée. Et c'est Hidalgo qui est à 4%. Oui. Donc elles vont se partager les voix. Je veux dire, là, on est chez les fous, quoi. Voilà. Oui, alors elle est testée dans l'IFOP. Elles sont toutes les deux à 4. Toutes les deux à dans égalité l'IFOP, à 4 elle est testée. points. Pas dans le Harris, là. Oui. Donc j'accueille Véronique Reissoult pour la politique sur les réseaux. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour, bonjour. Bonjour mon petit ménage. Voilà, c'est bon. Bonjour. Oh, vous allez bien? Oui, voilà. Vous êtes bien installés? Très bien. Parfait. Bon, alors, donc, on va dire un mot de la grève quand même, parce qu'on en a parlé au début, mais qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux? Eh bien, on va en parler parce qu'on en a parlé justement sur les réseaux. 275 000 messages sur cette grève, donc ça n'est pas passé inaperçu. Une grève qui a suscité de nombreux commentaires, et pour les résumer, eh bien, nous allons faire appel à ces fameux emojis qui résument bien la situation. Et bien, dans ces 275 000 messages, eh bien, vous allez voir que, pour une fois, ce n'est pas coutume, cette grève est plutôt saluée, plutôt soutenue par les parents. En tout cas, ils comprennent. Vous avez quelques messages. Ils en sont victimes un peu aussi. Ils en sont victimes aussi. Alors, vous voyez, il y a par exemple des cœurs, ce qui est quand même assez rare dans les emojis. Sur ces 275 000 messages, ça arrive, voilà. Et donc il y a des cœurs parce que les parents soutiennent la manif. Vous avez aussi le point levé parce que c'est une manif, mais les parents disent nous aussi on comprend. Et puis vous avez aussi beaucoup de messages. Vous voyez, la colère, par exemple, c'est plutôt la colère sur le système plutôt que sur la grève. Alors en général, sur une grève, c'est plutôt ça. Et globalement, c'est une lutte profs et parents ensemble. Et les uns et les autres disent
que la situation est difficilement tenable. Et d'ailleurs, je vous ai sélectionné le message d'une enseignante qui témoigne sur Twitter et sur Instagram. J'ai pris celle sur Twitter, où eh bien, elle résume ce que l'on peut lire globalement. 10 000 classes fermées, des parents d'élèves qui font la queue 1 heure à la pharmacie, une vie scolaire qui passe son temps à gérer des cas J+2, J+4, des classes de 12, le programme qui n'avance pas. Mais c'est la grève le problème. Donc globalement, on voit bien une colère commune des parents et des profs, et c'est assez rare. Et il y a l'image, alors il y a l'image aussi, on en parlait, de l'image de Blanquer. C'est compliqué pour lui, mais les gens le soutiennent ou pas ? Non, on ne peut pas dire qu'il soit soutenu. Et là encore, je vais vous montrer les emojis. Il y en a un qui résume bien. C'est le clown. Voilà, un des emojis les plus repris, le clown. Le deuxième, c'est la colère, le bonhomme pas content à côté du clown. Et le troisième, c'est ce personnage dubitatif. Il est où le clown ? Je ne vois pas. Il est presque au milieu, à côté de la colère. Ah oui, je le vois. Voilà. Vous avez aussi un personnage dubitatif ou celui qui lève les yeux au ciel. Donc globalement, les uns et les autres ne comprennent pas forcément. Ils disent qu'ils changent beaucoup d'avis, qu'ils ne connaissent pas les problèmes du terrain, qu'ils n'écoutent pas les uns et les autres et qu'ils soient soutenus ou pas soutenus par le gouvernement, globalement, il est porté responsable de beaucoup de la situation. Et d'ailleurs, les uns et les autres commençaient à le critiquer de plus en plus ces dernières semaines. Donc ça ne date pas de cette grève-là. Juste pour vous dire aussi, c'est qu'on avait un sujet sur sa démission. Ce matin, le hashtag Blanquer démission montait beaucoup et ça s'est un peu calmé dans la journée. Mais vous voyez, les gens... surtout les enseignants le réclamaient, plus que les politiques. C'est quelque chose qui était assez fortement demandé. Et puis, vous avez beaucoup de plaisanteries qui ont été faites. Alors, pas toujours de bon goût. Et surtout des plaisanteries, comme les jeunes disent, de boomers. Mais voilà, je vais vous en montrer une qui résumait bien ce que les gens disaient et qui résume bien la phrase qui ne lui a pas été vraiment pardonnée par les uns et les autres. On ne fait pas grève contre un virus. Voilà. Cette phrase n'était pas très subtile, pas très à droite, elle n'a pas très bien pris. Bon, la blague, elle passe pas, mais c'est pas grave. Ah non, la voix pas. Bon, là, c'était. Je parle sous le contrôle de Carole, mais c'est curieux que cet homme qui était si populaire et si bien parti, aujourd'hui ressemble vis-à-vis de l'opinion à Claude Allègre. Oui. À la détestation qu'il y avait autour de Claude Allègre. Sans vouloir dégraisser le mammouth, en tout cas. En voulant... Alors, on va voir la petite image. Elle a été très mal prise. Donc, je vous ai sélectionné une blagounettes, mais elle a été mal prise parce que de dire que les gens faisaient grève contre le virus, les enseignants l'ont mal pris, mais les parents aussi. Et on trouvait que c'était une phrase qui passait. Et donc, on l'a grimé en un acteur, Monsieur Pignon. C'est le dîner de con, quoi. Voilà. Monsieur Pignon. On a pu la photo, c'est bien, elle arrive quand on n'a pas besoin et elle vient pas quand on a. C'est pas grave. Tout va bien. C'est pas grave, tout va bien. Donc, l'élection approche, bien évidemment, et beaucoup de Français disent qu'ils ne savent pas pour qui voter parce qu'en fait, ils ne connaissent pas les programmes. C'est vrai qu'il faut aller fouiller, savoir. Et puis, généralement, c'est assez dense. Donc, il faudrait que les candidats se creusent un peu la cervelle pour que leurs idées soient ramasser. Voilà. Et surtout, on n'arrête pas de le dire, mais ça va être une campagne sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le web. Oui. Il ne va pas forcément y avoir beaucoup de manifestations possibles. Et donc, il y a une appli, par exemple, qui a été lancée le 2 janvier, qui est le Tinder de la politique. Beaucoup de gens en ont parlé. Elle a un énorme succès, surtout auprès des jeunes. Ça s'appelle Élise, vous voyez. C'est une application mobile, parce que c'est le support des jeunes. C'est une application qui a été lancée par Grégoire Cascara et Francis Marie. Et en fait, vous connaissez le principe de Tinder ? Non, bien sûr, vous ne connaissez pas. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on vous propose enfin, voilà, vous avez toutes les propositions qui sont là. Vous allez vous positionner dessus. Et ensuite, pourquoi on appelle ça Tinder ? C'est que ça vous intéresse pas ? Oui. Vous pouvez sweeper. Donc, oui, je suis d'accord. Oui. Je suis pas d'accord, je sweep par là. Je suis d'accord, je sweep par là. Donc, avant même de lire les trucs. Ça vous pose, ça résume en soi, de façon courte, les propositions des uns et des autres. Et puis, au bout du compte,
compte, eh bien, ça vous donne un classement en disant vous avez plutôt sweepé ceci pas mal, et cela. ça. Et ça vous C'est un dit, bon indicateur. C'est un bon indicateur, ça fonctionne bien avec les jeunes, c'est une façon de rentrer dedans. Et ensuite, quand on rentre vraiment dans l'appli, c'est beaucoup plus détaillé, on vous explique pourquoi le candidat a dit ça, c'est beaucoup plus long. On aurait voulu voir, là, mais on c'est peut pas. assez ludique, ouais. c'est assez sympathique. Dans d'autres temps, on aurait sweepé en direct, mais voilà. Assez sympathique, ça fonctionne bien. Et de toute façon, à peu près tous les candidats... Mais alors, qui remporte le résultat des courses Là, déjà, c'est pour vous informer. C'est pas un candidat, c'est pour vous informer. Non, mais est-ce qu'on voit qui est plus sweepé Ils nous ont dit qu'ils allaient nous dire on les sait pas, résultats, en fait. mais pour le moment, on ne sait pas. Donc ça fait un peu valeur de sondage, enfin de sondage. Non, pas vraiment. C'est plus un outil informatif, pédagogique, plutôt ludique, qui va peut-être aider les jeunes à mieux comprendre. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. En tout cas, c'est une idée. Partie des initiatives qu'il y a en ce moment, et il en faut pour faire en sorte que l'abstention soit la plus basse Voilà, donc possible. c'est pour combattre l'abstention qui... Jean-Marie risque une fois de plus d'être ce sera peut-être l'acteur majeur. Oui, ce sera peut-être l'acteur majeur de l'élection. On ne sait pas. En tout cas, chez les jeunes, dans les plus jeunes, en effet, la tentation de l'abstention est pour le moment très forte. Et aujourd'hui, il faut toujours rappeler qu'on parle beaucoup de sondages, en effet, mais il n'y a jamais qu'un Français sur deux qui est concerné aujourd'hui par l'élection présidentielle. Donc, il faut attendre qu'un davantage de nos compatriotes le soient. Merci Jean-Marie, merci beaucoup Véronique, merci à Carole de loin et à Stéphane Vernet. Merci pour votre patience d'être loin de nous. Je vous embrasse. Merci à Charlotte Uriento-Macea et à toute l'équipe technique. Merci à tous, à très vite.